Avez-vous pris le temps de regarder la capsule sur, le graphique? La capsule qui s'appelle, je crois, la carte des QI, version marxiste, le graphique de position revue, capsule sûrement la plus importante en cette, début d'année pour essayer d'analyser la politique parce qu'on va souvent l'utiliser. En gros, c'est un graphique qui nous permet de comprendre les, rapports matériels de, domination et d'exploitation, de certaines catégories de la population pour pouvoir interpréter, par exemple, quelle vision du monde ils ont, donc quel vote ils sont tentés de faire, quelles questions les intéressent pour essayer de capter leur vote si on essaie d'être dans une stratégie électoraliste. Mais on pourrait faire plein d'autres choses. On pourrait essayer de regarder quelle musique ils aiment, quel style de littérature ils aiment. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et justement, on va essayer de le faire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui avaient bien réagi à cette capsule, mais cette capsule est aussi compréhensible par les femmes. Même une femme peut comprendre ça, m'a dit Chris, de Position Revue après son dérapage misogyne sur Marine Tondelier et donc il va essayer de nous expliquer tout ça, à Zoé qui évidemment étant peut-être un petit être fragile, n'a pas dû comprendre ce graphique et donc on va faire une petite, redite sur le graphique pour faire des précisions et puis pour, que ça rentre bien parce que c'est pas si facile que ça et comme je vous le dis, on va l'utiliser souvent. Alors, Chris et Zoé, comment ça va? Salut tout le monde. Bah écoutez, moi ça va. Alors j'ai vraiment hâte qu'on m'explique, parce que moi alors quand il s'agit, de parler de vêtements, de maquillage ou de m'occuper des gens, bah ça, grâce à mes hormones, biologiques, génétiques de femme, je n'ai pas de problème. Mais par contre alors dès qu'il y a, des abscisses et des ordonnées, c'est vraiment très, très, très difficile pour moi de comprendre les choses. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire, marxpliquer le graphique, hein. Let's go. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tout Salut à ça, vous 2, Chris? salut à vous 2, salut Padu, salut Karen, Zoé, pardon. Non, non, beh, on en profite pour expliquer, au-delà de la blague, parce qu'il y a eu pas mal de questions, notamment sur Twitter, sur le graphique. Alors déjà, je vais préciser une chose, c'est un mode de représentation, comme tu l'as dit, Padu, des positionnements de classe et des positionnements idéologiques et des positionnements, on va le voir aujourd'hui, tout à l'heure, l'autre fois, on a fait du positionnement électoral. Là, on va faire du positionnement idéologique, dans les classes sociales. C'est pas toujours évident de voir dans les analyses de vote et cetera, la distribution. Donc là, le graphique il sert à représenter, on va dire, au-delà des PCS, le clivage de classe et donc des conflits que ça peut avoir. Donc c'est pas un travail, fini, hein, c'est un travail, qu'on a essayé de démarrer, il y a plusieurs, mois, vers même plusieurs années, parce qu'il faut beaucoup d'agrégation de données et de modélisation. C'est un travail qui pourra encore s'enrichir avec plus de données, avec, en affinant aussi les algos et cetera. Donc c'est vraiment pas quelque chose de terminé, fini, qui dit la vérité ou pas, hein. Donc c'est une 1re précision parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Et donc à quoi ça sert? Donc ça va nous permettre justement de distribuer les classes sociales, enfin ce qu'on appelle les professions et catégories socio-professionnelles, ce que vous voyez souvent quand on parle de cadres, d'ouvriers, d'employés, retraités et cetera, étudiants, et on va les distribuer dans un diagramme qui va essayer de recouvrir un rapport de classe. Donc là, typiquement ce que présente, Badu, bah, vous voyez, on va classer sur 2 axes, dirigeants exécutants, donc ça va plutôt représenter le capital, scolaire et la position dans l'organisation de classe. Est-ce que vous êtes plutôt dirigeant ou exécutant? En général, ça recouvre, vous pouvez être dirigeant par 2 logiques. Soit vous avez beaucoup de capital, donc vous allez vous retrouver tout en haut à droite, donc là vous êtes Bernard Arnault, vous êtes un grand patron, très, très grand patron, donc vous êtes haut dirigeant et vous avez beaucoup de capital, vous êtes, au top du graphique. Voilà, vous pouvez être aussi haut dirigeant sans avoir de capital, sans détenir des moyens de production, si vous êtes, cadre dirigeant, cadre, administratif et cetera dans la Peut-être fonction ministre? ministre, voilà, haut fonctionnaire et cetera. Et puis, de l'autre Médecin? côté, médecin, effectivement, ouais. Médecin, mais ouais. Ouais, après, tu sais, médecin, le problème, c'est que tu as les libéraux et les publics, c'est un peu différent. Les Ouais, libéraux seront peut-être un peu plus du côté capital. Mmh, c'est ça. Mais en tout cas, sur l'axe des ordonnées, on est en haut. c'est ça, Bah, exactement. l'axe, dirigeant exécutant, on le comprend bien aussi, si on le prend juste au milieu, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de capital en plus, avec la fonction publique. C'est-à-dire que, comme Ouais, tu le disais dans le dernier live, tout en haut, c'est les fonctionnaires de catégorie A, en gros, voire, les plus hauts fonctionnaires de catégorie A et puis tout en bas, c'est les fonctionnaires,
plus basse catégorie, type catégorie C ou autre, quoi. Bon, Exactement. jusque-là, je pense que mon cerveau de femme a compris. Pour l'instant, ça va. Voilà. C'est pas facile, mais ça va. Tu me dis, hein, Zoé, Faut que tu prennes des exemples à partir des personnages de Desperate Housewives. s'il faut que Ouais, je fasse c'est Euh, plus ça. lent, faut que je fasse Suzanne, plus lent. Suzanne, elle est. elle Du est où coup, dans le Suzanne, graphique? elle est plutôt au J'ai pas milieu. vu, mais Par je peux contre, faire à partir de The Shield ou des Sopranos, si tu veux. Donc, ah putain, j'ai pas vu ça. Christopher, il est exécutant en bas. Bon. Ok, ok, Donc, ok. Et en Malcolm? en Malcolm, ils Malcolm, sont je peux en le faire bas à aussi. gauche. Ils Bah, sont tous Al, en bas à gauche, c'est ça? c'est ça. Il y Ouais. a que Malcolm qui peut prétendre à la fin être en haut à droite du graphique, tu vois. Mais Hmm, voilà. On sait pas comment, mais je c'est vois, l'ambition de Loïs, quoi. je vois, Euh, je vois. et, euh, et donc, ouais, donc je me dissipe. Et donc, voilà, donc ça va nous permettre donc d'avoir le. Et donc, on va avoir un rapport de classe un peu standard, c'est-à-dire sur de droite à gauche, prolétariat, capital. Mhm, Et tu peux passer la slide d'après. Et en fait, on va aussi avoir, et c'est un peu la dynamique de nos sociétés qui sont plus complexes, parce qu'il y a le salariat qui est extrêmement important aujourd'hui, et il y a une grosse une technocratisation, donc une grosse division du travail. Et donc, on va avoir aussi, pas simplement une distribution sur capital et travail, c'est-à-dire prolétariat et capital, on va aussi avoir une distribution au milieu, donc ça va faire une espèce de double ellipse, là, de X, où on va avoir des gens qui vont être classés tout en haut sans forcément avoir de capital. Et ça, mhm. bah, ça va donner l'espace, la constellation, oui, ça ressemble un peu à une constellation, pour ceux qui aiment bien l'astronomie, de toutes les places dans la division du travail, toutes les PCS, quoi. Je crois que tu avais Euh, un schéma dans le schéma sur la drogue qu'on fera après, mais qui était pas mal pour ça. C'est ça, je crois, juste pour regarder au-delà de la drogue. Là, on voit bien avec le graphique, bah, en bas à gauche, les ouvriers employés actifs qui sont à la fois dominés et qui n'ont pas de capital. Profession intermédiaire et cadre, ils sont plutôt en haut parce qu'ils sont un petit peu plus dominants. Ils ont un peu de thunes, mais pas full capital et tout. Et ils vivent quand même de leur travail, même s'ils vivent aussi parfois de revenus du capital, s'ils sont propriétaires ou autres. Et puis en bas à droite, là, on a les retraités et la petite bourgeoisie qui ont tendance à être dominés, mais par contre qui, eux, ont du capital parce qu'ils en ont accumulé pendant leur vie ou parce qu'ils sont petits bourgeois, c'est-à-dire qu'ils ont leur moyen de Exactement. production, quoi. Je Et trouve donc, on voit qu'on va qu'il avoir il est bien ce graphique pour ça. on a deux Mm. polarisations. Donc, on va avoir la bourgeoisie et le prolétariat, la très haute bourgeoisie en haut à droite, le prolétariat, ça on le comprend. Entre les deux, au milieu, bah, on va avoir toujours des gens qui peuvent être prolétaires, mais qui ont plus de salaire, qui ont plus de capital éducatif, qui ont aussi plus de patrimoine, donc ils vont s'écarter du prolétariat ouvrier employé et se rapprocher de la bourgeoisie. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'autre axe, c'est-à-dire en haut à gauche qui est très vide, on va l'expliquer pourquoi, et en bas à droite, qui est différent, qui est éparpillé. Pourquoi? Parce que ça, c'est des classes qui sont dégénérées. Le rapport standard capitaliste, c'est bah, en bas à gauche le prolétariat et en haut à droite, puis on se tend vers là-bas la bourgeoisie. Et on a les autres qui sont dégénérés. Alors, vous voyez, en bas à droite, vous avez toutes les classes dégénérées, c'est voilà, les retraités ou alors les artisans commerçants, c'est-à-dire la petite bourgeoisie qui est pas vraiment, qui est un peu prise dans des rapports de travail, mais qui est aussi prise dans des rapports de capital et qui, tendanciellement, c'est aussi l'apport du marxisme, hein, tendanciellement, a tendance à disparaître de plus en plus. Et puis en haut, dans l'espace en haut à gauche, on pourrait potentiellement avoir des classes qui sont très haut dans le rapport de direction, mais qui commencent à se paupériser et à perdre en capital. Et ça, potentiellement, c'est des classes qui pourraient devenir révolutionnaires. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles ont la main sur l'appareil de production, mais elles n'en trouvent pas la rétribution en termes de capital financier. Chris dit, Et les ça, par exemple, ingénieurs, en gros, c'est les plus révolutionnaires, quoi. eh ben, c'est pas qu'ils sont plus révolutionnaires, mais c'est que, par exemple, si on faisait l'analyse sur 1789, une partie du tiers d'État serait en bas à gauche, c'est vraiment le tiers d'État qui serait très exploité, et puis une autre partie du tiers, du haut tiers, c'est-à-dire la bourgeoisie en révolutionnaire, elle se retrouverait en haut à gauche, c'est-à-dire qu'elle voudrait rentrer en conflit avec l'aristocratie qui serait en haut à droite, etc. Parce que c'est un rapport dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre le fait d'être dirigeant et le fait d'avoir du capital.
il y a une espèce de logique, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'inertie et qu'on a des gens qui sont très peu révolutionnaires quand vous avez peu de capital et qu'en plus vous avez peu de rapports de direction. Plus vous êtes euh, dominé, humilié, moins vous avez, ça paraît fonctionnel. Et de la même manière, les gens vont se dire, bah voilà, ceux qui nous dirigent ont beaucoup parce que c'est eux qui dirigent, et ça, c'est un rapport qui paraît fonctionnel. Voilà, vous avez une position haute d'un côté, vous avez les rétributions de l'autre côté. Quand vous commencez à avoir soit une position où il y a beaucoup de capital, mais en fait, vous avez très peu d'impact sur la société, bah là, vous allez rentrer comme les petites classes, petites bourgeoises, etc., en crise. Et de la même manière, si vous avez beaucoup de rapports de décision, de direction, et que vous n'obtenez rien en termes de confort matériel et en termes de matérialité, bah, vous pouvez aussi rentrer dans un rapport conflictuel à la société. Mais si vous rentrez dans un rapport conflictuel à la société à partir d'une position de dirigeant qui n'obtient pas du capital, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire en sorte de maintenir votre position de classe, c'est ce qu'a fait la bourgeoisie, tout en ayant beaucoup plus de captation de capital et de force sur le rapport matériel. Voilà. Alors Zoé que, qui écoute ben, pas et qui est en train de regarder des trucs, des TikTok de skincare. Exactement. Là, en fait, j'étais en train de décider quelle poudre libre, j'allais acheter pour la prochaine fois, mais j'ai quand même écouté d'une oreille. Et du coup, dans mon cerveau embrumé d'œstrogène, qui est très en difficulté sur ce graphique, je me dis du coup, moi j'ai bien écouté, Position Revue, sur, l'année 2025, de Emmanuel Macron. J'ai bien retenu qu'on allait, au-devant d'une crise économique, majeure. Et là, aujourd'hui, j'entends que les professions intermédiaires et les cadres, pour l'instant, sont, en haut à droite parce qu'elles ont encore un peu de capital et cetera, mais que si jamais une crise économique, s'installe, Heu, ces professions-là vont se décaler vers la gauche, progressivement par, voilà, perte de leurs revenus et tout ça, et donc potentiellement, on elles pourraient vraiment passer du côté révolutionnaire. C'est bien ça, Chris, que ouais, j'ai bien compris? elles auront tendance à être moins conservatrices et Mmh. elles vont moins remettre en question la société qui les place haut et qui leur donne un bon revenu. Elles vont être de plus en plus oppositionnelles. Et comme elles vont se retrouver sur la gauche comme le prolétariat, là, les employés ouvriers, ben, il y a une jonction possible qui peut mettre en branle la société. Alors ce qu'il faut Mmh. empêcher là-dessus, c'est juste que ben, ça fasse disparaître, je sais pas, la haute bourgeoisie en haut à droite et puis la petite bourgeoisie, et que ça recrée un rapport de hiérarchie, c'est-à-dire où bah, la révolution n'aura fait que mettre les ingénieurs au pouvoir contre le prolétariat. Voilà. Mais il y aura Mmh. un espace révolutionnaire qui va se créer. Ce Pourquoi? sera la révolution jancovichiste. Voilà, On c'est ça. vivra dans un monde 100% jancovichiste. Ouh là! Et donc, Mais il y a quelqu'un qui disait un truc, c'est, l'axe, central au bas. Quelqu'un qui disait: «Mais est-ce que c'est pas l'axe, plus on est en haut, plus on est qualifié?» Alors c'est surtout pas ça, c'est oui, vraiment pas ça. Parce que si vous avez, je sais pas, les petits bourgeois, il y en a qui sont très qualifiés, vous prenez votre boulanger, il peut être très qualifié. Alors que vous avez des gens qui sont des fonctionnaires de catégorie A, qui sont pas très qualifiés, qui sont une qualifiés dans leur boulot, qualification mais c'est pas sociale. forcément, ça. C'est plus la reconnaissance et la direction. C'est une qualification sociale, Voilà. Fadi. Alors, Mais c'est pas la même chose il y a que une, un il mec y qui a est une- très bon boulanger, il va pas être tout en haut, tu vois? faut pas confondre la qualification et la capacité. Un boulanger, il peut avoir énormément de capacités, mais il n'a pas la qualification, il a qu'un CAP, BEP, il va se retrouver en bas. Parce que notre société est organisée autour de la hiérarchie éducative. Et Zoé, en tant que médecin, est l'aristocratie éducative. C'est les gens qui ont fait le plus d'études, quoi. Alors qu'il y a des très mauvais médecins, voilà. Alors qu'elle Et comprend même pas le graphique, mais bon. t'as dit. Non, mais ouais, tu vois, donc ça veut dire qu'on va se distribuer là-dessus. Et c'est pour ça que les classes, souvent, comme artisans commerçants, peuvent être oppositionnelles parce qu'elles ont elles ont l'impression d'avoir un savoir-faire, mais de ne pas avoir le capital ou la valorisation sociale que peuvent avoir des gens qui ont bac+5, bac+6, etc. Et donc, elles vont être plus critiques, oppositionnelles, et donc ça va être dans cet espace un peu dégénéré. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire dans le développement de ce graphique, c'est de mettre des données standards, c'est-à-dire d'éviter de mettre nos vues à nous, etc. C'est de dire, bah voilà, il y a des normes standards, les PCS, il y a des niveaux de capitaux qu'on peut voir par PCS, etc. On va distribuer comme ça. Et puis, il y a des hiérarchies dans le monde éducatif, voilà, et puis on vous classe comme ça en fonction de la hiérarchie. Et en général, il y a effectivement des gens qui peuvent être hauts fonctionnaires
qui sont là par la carrière, etc. Et encore non, parce qu'ils doivent valider des grades dans la fonction publique. Vous pouvez avoir des gens voilà, qui peuvent devenir dirigeants alors qu'ils n'ont pas de diplôme parce qu'ils ont des parcours, mais statistiquement, c'est des erreurs statistiques en fait. En Mmh. général, quand vous êtes haut dirigeant dans le monde social, dans la division du travail, c'est que vous avez beaucoup de diplômes ou, voilà, ou beaucoup de reconnaissance sociale de ça. Mais qui ne sont pas, comme tu l'as dit, on peut avoir beaucoup de diplômes pour faire des bullshit jobs. Voilà. Et on peut avoir zéro diplôme et faire un travail fondamental et Mmh. essentiel. Je pense, Zoé, tu as des trucs à dire là-dessus, je crois. Ouh oui, beaucoup. Mais juste, je voulais te faire préciser, ce que tu entends par le terme «dégénéré» parce que tu sais, dans le langage courant, dégénéré, c'est très, toi, par exemple, Nassira El Moadem, journaliste à Arrêt sur Image, qui dit qu'on est dans un pays de racistes dégénérés et qui prend une énorme vague de racisme qui montre bien qu'elle avait raison. Je pense qu'elle n'utilise pas dégénéré au même sens que toi, tu l'utilises actuellement pour parler des classes. Donc vas-y, je te laisse expliquer Non, parce que là, tu as dégénéré, quand même c'est plus. dit tu quand même dit que tous les artisans étaient dégénérés et ça, c'est Non, pas sympa, hein. dégénéré. Dégénéré, c'est en dégénérescence. La C'est-à-dire que c'est des classes. artisanophobie. C'est ça, hein. Non, mais je sais pas si c'était pas clair, je le reprécise. C'était en dégénérescence, ça veut dire que c'est des classes qui sont en train normalement de mourir, en fait, de disparaître, Oui. quoi. Parce qu'elles C'est sont très plus. intéressant d'ailleurs parce qu'avant la Révolution française, la petite bourgeoisie aurait été à la place où on trouve professions Exactement. intermédiaires et cadres. Mm, tout à fait. Elle Mmh. aurait été là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette technocratisation, c'était pas du salariat qui remplaçait ces positions intermédiaires. Et là, elles sont remplacées par du salariat, donc elles bifurquent en bas à droite, elles dégénèrent dans cet espace-là. Il y a Et une vraiment, dégénérescence de vraiment, l'ordre je dis naturel, hein, dégénérer. parce que Pardon les médecins, mais est-ce que dégénérer, ça marche pour être en train de mourir, quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ce qu'on dit on la mère. alors, en médecine, on l'utilise pas dans ce sens-là. D'ailleurs, on l'utilise plus parce que c'était plutôt, c'était D'accord. un peu issu des un peu issu des bails, de ratiologie et tout ça, donc on fait plus trop ça. Mais en marquise, c'est ce qu'on dit, parce que en fait, ça perd sa dynamique, quoi. Voilà. Ouais, Enfin, ouais, ça mais perd. je j'ai beau avoir un cerveau, embrumé par les oestrogènes, je savais un peu Non, mais je ça, veux pas chère me Chris. prendre une capsule demain. Docteur Zoé reprend position revue sur. C'est il y a ça. quelqu'un qui fait une remarque très 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 bonne. Vas-y. Tout ce qui est en dehors de la diagonale est un peu dégénéré. Mmh, Exactement. Enfin, dans la Alors ça, c'est diagonale, quelqu'un qui a compris le graphique. mmh. exactement. Raconte un peu des choses sur la diagonale, parce que tu m'avais bien expliqué ça, que en gros, une société fonctionnelle, c'est une société qui est sur la diagonale. Exactement. Et notre société capitaliste, elle est avec moderne, avec le salariat jusqu'à la bourgeoisie, elle se prépare que sur la diagonale, c'est-à-dire en bas à gauche, c'est-à-dire des gens qui sont purement exécutants avec un tout petit salaire, peu de patrimoine, et qui eux sont vraiment recroquevillés, quoi. Enfin voilà, ils ont peu d'espace de transformation. Et puis tout en haut, vous avez la haute bourgeoisie qui, elle, a beaucoup de capital et tous les espaces de direction. Entre les deux, vous avez des gens qui sont encore dans le salariat, mais qui dirigent un peu plus et accumulent un peu plus de capital, qui vont être les professions intermédiaires, classe moyenne, cadre, etc. Voilà. On a Et vraiment celles un chat intelligent. Il y a quelqu'un qui dit fonctionnaire ne voulant pas dire souhaitable. Oui, je suis pas en train de dire que je veux que tout le monde soit sur la diagonale, mais quand c'est sur la diagonale, il y a une méritocratie parce que la personne qui gagne le plus, c'est celle qui a le plus de reconnaissance sociale. Et donc personne va aller dire, par exemple, quand un médecin gagne bien sa vie, tout le monde dit ah ben c'est normal, il est médecin. Pourquoi? Parce qu'il a de la reconnaissance sociale, donc on dit bah c'est normal qu'il ait un peu du capital, qu'il puisse s'acheter une baraque, voire deux baraques, voire trois baraques, voilà. Sauf que quand tu n'as pas la reconnaissance sociale, c'est là où quand tu gagnes de l'argent, les gens te disent bah attendez, il a de l'argent, mais c'est pas normal, il ne devrait pas en avoir. On a un peu ça avec ce qu'on appelle les nouveaux riches, les prolos qui gagnent au loto et tout. On est un peu là en mode ouais, il a de l'argent, mais il le mérite pas tellement. Donc quand tu es sur la diagonale, quand tu gagnes peu et que tu n'as pas de reconnaissance sociale, toi-même, tu as intériorisé, et c'est le but de l'école aussi, le fait que bah, tu méritais pas de toute façon de gagner beaucoup. Donc tu ne te plains pas. Et c'est pour ça aussi que tu as du mal à devenir révolutionnaire. C'est que bah, quand tu es là, la tête sous l'eau et tout, et que tout le monde te dit que tu es une merde et que c'est normal que tu gagnes peu, bah, tu as du mal à te dire que c'est pas vrai, quoi. Donc quand, t'es sur quand la société reste sur la diagonale, il y a peu d'éléments qui peuvent tomber dans une sorte d'opposition réelle, on va dire, à la société, quoi. C'est ça. Mmh. Et donc, quand tu en sors, tu vas avoir des classes, donc, comme on l'a dit, qui périclitent. Je ne vais pas dire dégénérer, je vais dire qui périclitent. Ça marche mieux, péricliter ou pas? Oui, Mais oui.
mais dans l'espace réactionnaire, et là, en fait, c'est plutôt l'espace en bas à droite, c'est-à-dire des classes qui vont avoir encore du capital, mais très peu de manettes sur la société. Donc là, ce qu'elles veulent, elles, c'est récupérer les manettes qu'elles avaient avant. Donc comme elles veulent revenir à un statut antérieur, bah, elles sont réactionnaires. Et puis des classes révolutionnaires, comme on l'a dit tout à l'heure, qui seraient plutôt dans l'espace en haut à gauche, c'est-à-dire des classes qui, elles, ont déjà les manettes, mais n'en tirent pas le profit. Et donc ça, c'est plutôt des classes qui vont vouloir transformer la société pour garder les manettes, mais en même temps reprendre du profit à d'autres classes, etc. Et là, on va avoir des processus plus révolutionnaires. Quand on dit révolutionnaire, bah, c'est au sens transformation de l'appareil de production. Ça ne veut pas dire que ça va déboucher sur une société plus parfaite, sans classe, etc. La bourgeoisie a été révolutionnaire, elle a accouché d'un mode de production extrêmement violent. Voilà. Donc si vous voulez bien comprendre tout ça, en gros là vous avez l'axe, la diagonale, c'est une sorte de méritocratie. Il y a peu de gens qui vont être vraiment, qui vont vouloir changer la société. Parce que chacun se dit, bah lui, bon, il gagne beaucoup, mais il mérite beaucoup, donc c'est normal et tout. Lui, il mérite pas, il gagne pas, donc c'est normal. Par contre, quand vous tombez, quand vous méritez beaucoup, vous êtes haut, mais par contre, bah, vous gagnez moins, vous tombez dans ce quart-là. Et ce quart-là, c'est le quart qui est le plus révolutionnaire en fait, parce que bah, vous méritez beaucoup, vous avez les mains sur l'appareil de production, mais vous gagnez pas assez, donc vous êtes là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a des cons qui gagnent 10 000 euros et moi je gagne 1002 alors qu'en fait je fais tourner la boutique et qu'en plus de ça j'ai le Exactement. diplôme qui font que je devrais avoir une reconnaissance sociale. Donc ici vous avez des professions intermédiaires, des profs, tout ça qui seraient un peu prolétarisés, donc qui vont gagner moins. Mais vous avez aussi des ouvriers, par exemple, qui vont peut-être monter ici s'ils gagnent un petit peu en reconnaissance, en utilité sociale ou en reconnaissance sociale. Plus qu'en utilité d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon terme. Oui. Et donc ils vont se retrouver là, quoi. Et ici, vous avez tous les gens qui sont retombés de la diagonale, donc les retraités et la petite bourgeoisie qui vont se retrouver ici, et eux qui vont avoir tendance à être soit conservateurs, parce qu'ils ont tout intérêt à conserver un capital qui est trop gros par rapport à leur reconnaissance sociale. Et ils sont peu reconnus, mais ils gagnent beaucoup, donc c'est déjà pas mal. Voire à vouloir revenir dans une position dominante au niveau social. Et donc ce quart-là, c'est le quart réactionnaire. Ici, vous avez le quart révolutionnaire. Ici, le quart réactionnaire, en gros. Mmh. Et ça, je trouve que c'est assez frappant sur le schéma. Et on comprend aussi pourquoi, dans la société, il y a peut-être plus de réactionnaires que de révolutionnaires en termes de pourcentage, notamment parce qu'il y a beaucoup de retraités, hein, faut l'avouer. Ouais, Il c'est y a ça. les gros ronds des retraités qui se retrouvent là-dedans, quoi. Mmh. Et qui ont un rapport où ils ont juste du capital et qui n'ont plus du tout de force sociale parce qu'ils sont sortis de l'appareil de production, en fait, quoi. Voilà. Donc, Et donc, question Chris, et pas du, imaginons quelqu'un qui serait, un médecin de gauche, au hasard, hein, heu et qui, entend, bon, toute la journée, sa corporation, juste enfin, dire des trucs du genre: «On a fait énormément d'études, heu, il n'est on ne gagne pas assez notre vie, on a besoin d'être valorisé» et cetera. Dans un contexte où en fait, il y a une déliquescence complète, du système de soins et où du coup ces demandes-là, qui vont être des demandes en fait qui vont se centrer vraiment sur de la tarification à l'acte, demander, même, parfois à s'extraire de la sécurité sociale, c'est-à-dire à se déconventionner de la sécu pour gagner de son côté et tout ça. Et parallèlement, actuellement chez les médecins, il y a de ces 2 côtés-là, c'est-à-dire il y a le côté déliquescence du système de soins, aggravation des conditions de travail et en plus le fait qu'on soit très peu nombreux, lié au déficit de formation de médecins qui a été organisé à la fois par les politiques et par une partie de la corporation médicale qui était la partie dominante. Donc il y a ce fait-là, mais parallèlement, il y a un changement énorme en médecine qui se fait depuis une vingtaine d'années, qui est, la féminisation du métier, très, très forte. Métier qui était, très largement masculin jusque dans les années, 70-80, qui a commencé à se féminiser dans les années 90 et là, actuellement, les femmes sont largement majoritaires, dans les promotions de médecine, hein. On est de l'ordre de 2 femmes pour un homme à peu près, La profession a et en transitionné, hein. ouais, la profession a transitionné exactement et on observe de manière concomitante, des changements dans les aspirations et là, je parle des jeunes médecins généralistes, par exemple. Actuellement, dans les promos de jeunes médecins généralistes, il y en a 30 à 40 qui souhaitent être salariés et non être installés, comme profession libérale. Je vous dis tout ça parce que, moi, j'avais une intuition depuis le début de mes études qui était qu'il y a un truc à jouer politiquement actuellement,
en médecine et particulièrement en médecine générale. Moi, je me l'expliquais par ce changement, on va dire, générationnel, par aussi la manière dont la médecine générale Ok, heu, Salomé c'est Saké, hein. oui. Les jeunes, ils sont plus progressistes. Mais pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'en fait, le sociotype a changé. Je pense que c'est plus ça, c'est pas une question de jeunesse, c'est une question de type de personnes qui font, médecine, je pense, hein. Bien sûr. Et la manière dont les savoirs se sont faits, notamment en médecine générale, qui s'est vraiment développée en dehors des autres spécialités, parce que c'était pas considéré comme une vraie spécialité et tout, en intégrant des sciences sociales, et cetera. Enfin, et une vision du patient, c'est-à-dire nous, médecins généralistes, notre spécificité, c'est de voir le patient dans son ensemble et tout ça. Et ça force à avoir un rapport aux gens qui sort c'est une somme d'organes qui fonctionne de manière biologique. Là, nous, on voit les gens dans leur contexte de vie, on réfléchit à la manière dont leur contexte de vie, dont leurs conditions matérielles impactent sur leur santé. Et moi, je pense que c'est extrêmement difficile de ne pas être de gauche si tu as ce rapport-là à ton métier. Bref, je dis tout ça pour que ce que tu peux nous expliquer, Chris, moi, je pense qu'il y a un potentiel révolutionnaire, notamment dans ces modifications qui se font actuellement en médecine. Est-ce que tu crois qu'on peut l'expliquer en partie avec ce graphique et comment se décale la Ouais. classe médicale et du coup, comment on oriente notre discours politique pour essayer d'accompagner ce mouvement-là, quoi? Ben, en fait, il y a 2 choses. On l'a vu, hein, par rapport à la diagonale qu'on a exprimée, il y a soit des classes éparpillées, qui en sortent et soit des classes qui vont tendance à vouloir y rentrer. C'est-à-dire, comme tu dis, tu des gens qui sont libéraux, qui vont se retrouver éparpillés sur l'espace droit, en haut, en bas, en fonction du niveau de capital qu'ils vont gagner et cetera, et notamment les médecins et cetera. Et ils vont vouloir essayer de rentrer. Alors, ils vont pas rentrer dans le salariat prolétaire, parce qu'ils ont des études, et cetera, mais ils vont essayer de revenir dans la diagonale, c'est-à-dire dans le rapport normal, de production, du capitalisme technocratique. Et dans ce cas-là, ils vont commencer à se rapprocher, du reste du prolétariat, du reste de la diagonale et de la diagonale en bas, c'est-à-dire de partager son rapport à la société. Et ça, c'est un mouvement en fait de droite vers la gauche, voilà, du capital individuel au capital collectif, qui de fait transforme la conscience des gens et donc les pousse à devenir beaucoup plus progressistes. Voilà. Et c'est pas un dynamique révolutionnaire quand vous passez, on va dire, de l'espace éparpillé à droite à l'espace central et revenir dans la diagonale, mais c'est une logique progressiste parce que vous sortez du capital individuel pour aller vers le capital collectif et la division du travail collectif. Et dans ce cas-là, eh ben, effectivement, c'est une dynamique qui structure mentalement les gens vers le progressisme. Toute cette dynamique de droite à gauche. Et ça, bah, ça doit être capté justement et tout ça, ça doit être capté par des offres politiques qui font place justement à cette dynamique et qui sont des débouchés à cette dynamique politique. C'est-à-dire de dire mais comment on capte cette dynamique progressiste de droite à gauche, et ben, ça va être justement d'être capable d'offrir un salariat performant, efficace, concret, protecteur pour les gens qui vont aller sur cette dynamique. Sinon, bah, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne trouvent pas de débouchés politiques, organisationnels, syndicaux, etc. Quand je dis politique, c'est pas simplement d'offres politiques au sens électoral, hein, c'est de moyens de transformation de la vie sociale, et ben, ils vont soit revenir dans leur position et puis leur structure mentale, cette dynamique va être cassée parce qu'il va y avoir une expression de l'impossibilité de réaliser une dynamique en cours, quoi. Donc, c'est absolument fondamental. Et ça, tous les gens qui reviennent dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qui sont éparpillés à droite, qui veulent revenir dans la diagonale, bah, ça, c'est vraiment des dynamiques progressistes. Mmh. Puis il y a quelque chose aussi, je pense, qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, en fait, quand on choisit de prendre des sujets collectifs, on peut des fois un peu les élargir ou un peu les circonscrire plus petits. Et moi, je pense notamment aux médecins qui se pensent parfois souvent médecins dans une corporation médicale. Et tu le dis souvent, Zoé, qu'ils peuvent se sentir soignants. Bah, si on prend le sujet collectif des soignants, ce sujet, il a tendance aujourd'hui à être progressiste. Alors sûrement que les médecins sont les gens les moins progressistes dans ce sujet collectif. Mais faire en sorte de casser cette espèce de monopole juste médical et tout, tu sais, de gars qui sont dans un bunker comme ça, qui sont dans une forteresse, où non, je gagnerai pas moins de 10 cas par mois et tout, c'est honteux et tout. Et sortir de ce truc-là pour dire, bah en fait, avant d'être médecin, vous êtes un soignant.
et dans, la division du travail des soignants, vous êtes un médecin, d'accord? Ça peut amener aussi les médecins ou au moins certains médecins à être, dans une dynamique progressiste, tu vois? Donc je pense qu'il y a vraiment cet enjeu-là à jouer pour, je veux dire, il vaut mieux que les médecins soient une espèce d'aile droite du corps soignant plutôt que d'être une espèce, de d'atome libéral, qui sera de fait, presque libertarien, en fait. Parce que s'ils jouent que leurs intérêts, leurs intérêts, propres, tu vois, d'individus, c'est peut-être de gagner 15K par mois et puis de ne plus être dans la sécu, tu vois? Enfin, Ça et on Et voit pardon, excuse-moi. non, non, vas-y, vas-y, vas-y. En pratique, ce que tu dis, Padu, c'est très vrai aussi. Au même titre que ce que tu dis, Chris, sur le fait que, tu as tendance à tirer vers le progressisme par, l'attrait au salariat, enfin le passage de capital individuel à capital collectif. Moi, ce que j'observe aussi dans ma corporation, dans les jeunes générations de ma corporation, mais y compris, certaines personnes, plus âgées, hein, c'est que, les difficultés qu'on vit dans notre métier actuellement en termes de démographie médicale nous poussent à travailler plus en collectif. À travailler en interdisciplinarité avec d'autres professionnels de santé, en déléguant des tâches, et cetera. Et puis, nous, pour nous protéger, là, actuellement, si vous voulez, des jeunes médecins qui s'installent seuls dans un cabinet, ça n'arrive quasiment plus. La majorité des jeunes médecins s'installent dans des maisons de santé pluridisciplinaires parce que, alors, en général, on fait moins d'argent qu'en travaillant tout seul, sans secrétaire, en faisant 50 actes par jour, clairement. Mais par contre, on gagne en qualité de vie. C'est-à-dire on peut se partager les samedis, on peut se partager les soirées, on gagne du temps, on gagne aussi de la qualité de soins parce qu'en fait, le fait de travailler en équipe, on peut partager nos expériences, et cetera. Et du coup, en fait, c'est là que tu vois que, penser que le seul projet politique qui intéresse les gens, c'est de gagner plus d'argent, ce n'est pas vrai. Alors, je parle de gens qui ont déjà un niveau de revenu qui leur permet largement de vivre, de manière agréable, hein. Enfin, évidemment que pour les gens qui sont payés 1 200 balles par mois, augmenter la rémunération est une priorité absolue. Mais pour les médecins, généralistes, le revenu moyen, c'est 6 000 € net. Quand on travaille comme moi, c'est-à-dire, on paye, des secrétaires, temps plein, sur place, et cetera. Enfin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de charges. Je déteste appeler ça des charges, c'est Bien des sûr. aides, mais en tout cas, voilà, il y a une grande partie du chiffre d'affaires qui part dans des salaires ou dans un bâtiment de bonne qualité, dans du matériel de bonne qualité, et cetera. Je gagne, moi, nettement, moins que, la moyenne des médecins, mais je gagne quand même très bien ma vie. Je suis autour de 3 500 € par mois, et 3 500, 4 000. Et comment tu fais pour vivre avec ça, sincèrement? Je comprends pas. c'est trop dur, hein, c'est vraiment trop dur. Et en fait, de ce que j'observe moi dans les jeunes générations, c'est clairement ça. C'est-à-dire, il y a un vrai avantage à voir, au-delà de moi, ma situation, mon entreprise individuelle, libérale, ma rémunération qui doit être plus haute et tout, mais de se dire: «Mais en fait, je travaille avec des gens, c'est plus agréable d'aller au taf, je bosse mieux, je soigne mieux, j'ai plus de temps, comme ça, si jamais j'ai pas de remplaçant, je peux quand même partir en vacances parce que mes collègues pourront gérer quand je suis pas là et tout». Et je pense vraiment, je vous donne cet exemple parce que je pense que c'est un exemple, on parle de ces catégories-là qui sont en haut à droite, et qui vont passer en haut à gauche. Je pense que du coup, un projet de gauche à proposer, notamment sur ces catégories-là, je parle pas des catégories qui sont, en bas à gauche où là, de toute façon, c'est le projet qu'il faut porter, c'est un projet sur les salaires, sur les conditions de enfin, voilà, sur le temps de travail, sur l'accès au logement, sur, le prix de l'énergie, et cetera. Mais pour ces professions-là, je pense que, il faudrait qu'on arrive à porter un projet politique où on parle de bien-être, où on parle de temps gagné, où on parle aussi de se réapproprier son métier et de nouveau avoir la main, sur ce qui est en train de se passer, de repenser la démocratie dans le travail. Vous voyez? Je pense que enfin, ça fait partie des intuitions que j'ai de quel projet de gauche il faut porter pour pouvoir aller chercher, ces types de personnes-là et aller les motiver sur un projet qui est progressiste et pas sur un projet réactionnaire. Voilà, je ne sais pas Dans ce le que vous en chat, ça pensez. parle des 32 heures et les 32 heures, c'est bien parce que c'est un peu, ça parle à la fois en bas à gauche, mais ça parle aussi à des gens qui sont en haut au milieu, voire en haut à droite s'ils ne sont pas bourgeois, s'ils ne possèdent pas vraiment de capital, si c'est pas des, si c'est pas des libéraux aussi, donc ceux qui sont en haut à droite, en fait, ça leur parle pas trop, mais ça leur parle plus en haut au milieu ou en bas à gauche, quoi. Ouais, ça va parler sur toute la diagonale, c'est-à-dire la partie efficiente qui représente le salariat avec, classe prolétaire et puis après les cadres, enfin les classes intermédiaires. Les 32 heures va permettre de faire bloc là-dessus. De la même manière, ce que tu as expliqué en fait, Zoé, c'est vraiment la dynamique marxiste des classes moyennes. Tu as deux formes de périclitement, euh, une dégénérescence des classes autonomes,
voilà, bah, soit elles dégénèrent dans une petite bourgeoisie, elles ont beaucoup plus de difficultés, elles sont soumises au grand capital, hein. C'est pour ça aussi qu'elles ont un niveau d'exécution. Quand vous avez petits artisans, petits commerçants, pourquoi elles sont beaucoup plus basses que les médecins? Déjà parce qu'elles gagnent moins, qu'elles ont moins de capital, scolaire, voilà, comme on l'a dit, elles sont moins valorisées sur le plan du capital éducatif et aussi parce qu'elles sont soumises au grand capital. Quand vous êtes petit artisan, vous avez très peu de marge de manœuvre sur vos prix, sur vos carnets de commandes, etc. Parce que vous êtes quand même dans la satellisé autour des grandes entreprises qui, elles, vous sous-traitent, etc. Donc, finalement, les petits artisans, petits commerçants sont assez peu libres, en fait, dans le marché du travail capitaliste et dans le marché de marchandises capitalistes. Là où les médecins, eux, justement, ils sont très conservateurs et très réactionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà tout en haut en termes d'exécution, et ils ont aussi beaucoup de revenus. Alors, il y a deux manières quand ils vont rentrer en crise, ce qui va se passer. C'est soit, comme tu l'as dit, ils ont une dynamique progressiste, ça veut dire qu'ils sont orientés vers faire leur travail du mieux possible. Et dans ce cas-là, la socialisation de la production et des moyens de production qu'est la dynamique du capitalisme, hein. C'est la dynamique que Marx expose, que de plus en plus, pourquoi le capitalisme va quand même vers le communisme? Pourquoi? Parce que le capitalisme est obligé de socialiser les choses, de l'organiser collectivement pour pouvoir faire mieux, plus vite, plus efficace, etc. Ça va leur être une nécessité. Et dans ce Quand tu cas-là, dis on va avoir une... socialiser les choses, pour les gens qui comprennent pas, ça peut être de manière privée, hein. Ça peut être Amazon, Exactement. c'est une socialisation des moyens de production. C'est-à-dire C'est- que au lieu d'avoir 100 000 personnes qui font de la vente de loin et tout, bah, il y a une grosse plateforme Voilà. qui va créer un petit peu les moyens pour que ce soit le plus rapide possible et que ça coûte le moins possible en termes logistiques, en termes administratifs et tout. Donc ça, c'est les Marx prémices va du communisme en fait. considérer, Marx va se considérer que la socialisation, c'est-à-dire le passage de 1000 petites boutiques, de 1000 boutiquiers comme Padu. Représentez-vous 1000 Padu sur YouTube. Voilà. La socialisation capitaliste en regroupant ces 1000 Padu en une société Padu va être plus efficace pour fabriquer de la minia et de la capsule. Ouais. Donc, mais ce qui est vrai, hein, en fait, la division du travail à 1000 dans une logique capitaliste produira beaucoup plus de minia et de capsules que 1000 Padu indépendants. Ça, c'est ce que Marx va appeler la socialisation. Et il considère que bah, cet effet de socialisation, c'est-à-dire qui n'est pas du tout voulu par la dynamique capitaliste, mais qui est nécessaire dans son rapport de reproduction, eh ben, est une forme de chemin vers le communisme. C'est pas automatique, il y a des luttes de classe, etc. Mais c'est des conditions qui nous rapprochent du communisme, justement parce que les gens sont plus intégrés, plus imbriqués, etc. Alors, il y a des retours dans l'histoire, et il y a effectivement des processus de désocialisation. Et le néolibéralisme est une forme de désocialisation, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer le salariat pour remettre du tâcheronnage, de l'ubérisation, on est en train de tuer les syndicats, on est en train de pousser à l'auto-entrepreneur, etc. Et donc là-dessus, il faut qu'on se batte. Et quand tu disais donc, Zoé, sur la partie des médecins, eh ben, il y a des médecins qui vont se retrouver en contradiction, c'est-à-dire soit exercer leur métier avec de plus en plus de difficultés dans un espace de plus en plus libéral, désocialisé, etc., pour quand même gagner leur argent. Soit peut-être avoir un peu moins d'argent, mais largement de quoi vivre, etc., mais avoir mieux réalisé leur métier et avoir une meilleure satisfaction pour le faire. Et là, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a deux voies, il y a une bifurcation qui est en train de se créer au niveau de ces classes-là. Voilà. Des classes qui ont intérêt à la socialisation, pour maintenir leur position et leur capital éducatif, etc. Et donc qui sont de fait progressistes. Voilà. Quand on est progressiste, on n'est pas révolutionnaire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a intérêt à ce que les classes autour de soi progressent, s'élèvent, améliorent leurs conditions pour pouvoir maintenir sa condition à soi. Et bien ça, c'est déjà une bonne dynamique. Voilà. Quand on est conservateur ou actionnaire, on a intérêt à ce que des classes se périclitent. Quand vous êtes bourgeois, vous êtes conservateur par essence. Pourquoi? Parce que vous avez intérêt à ce que le prolétariat ait de moins en moins pour vous accumuler plus. Voilà. Là, c'est pas le cas dans les dynamiques de socialisation. Mmh. Est-ce qu'on peut pas avoir un éclatement du sujet collectif médecin entre certains qui veulent justement, parce que c'est un peu le risque dont on Oui. parlait avec ceux qui veulent ne plus être dans la Sécu, et puis d'autres, tu sais, genre un hôpital public avec des médecins un peu progressistes, tu vois, et puis des espèces de cliniques privées avec des mercenaires plus chasseurs de fric que soignants, tu vois.
Bah, en fait, c'est ce qui se fait dans l'histoire c'est ce qui se fait dans l'histoire des classes qui rentrent en crise avec le capitalisme, en fait. Une partie rentre dans le salariat, c'est-à-dire que d'anciens menuisiers, artisans sont rentrés dans le prolétariat et sont devenus révolutionnaires parce qu'ils sont rentrés dans le prolétariat, ou d'autres ont périclité en restant des petites boutiques, et cetera, privées, voilà, entre les 2. Et bah, là, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'il va effectivement peut-être demain y avoir un nouveau pôle beaucoup plus collectivisé, salarié, et cetera, de la santé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'offre politique, la tâche, ça te fera de faire en sorte que ce pôle collectif commun, peut-être démarchandisé, gratuit, bah, comme l'était la sécurité sociale, soit beaucoup plus efficace que les cliniques privées. La problématique aujourd'hui qui fait que des classes au capital individuel, réactionnaires, ont encore du poids dans la société, c'est que et c'est comme pareil pour l'école, voilà, c'est que aujourd'hui on fait en sorte que la clinique privée ou l'école privée s apparaissent comme plus efficientes, plus efficaces, Ouais, grâce au néolibéralisme, hein, voilà. parce que c'est grâce aussi à l'argent qui touche, hein. Moi, je les connais les Non cliniques, hein, mais c'est pour qui, ça que je te dis ça. refusent tous les actes qui coûtent un peu cher, qui balancent à l'hôpital public tous les patients un peu difficiles, qui font pas, tu sais, l'arthroscopie du genou qui prend 3 plombes et tout pour, par contre qui font, toutes les radios du poumon parce que ça prend 2 secondes et parce que ça rapporte. On les connaît ces cliniques-là, tu vois? Donc il y a vraiment une volonté politique, qui est très néolibérale, c'est-à-dire, de biaiser le marché en faveur du privé pour Mmh. permettre le marché. Parce qu'en fait, si, tu avais juste, l'hôpital public contre les cliniques privées sans que ce soit biaisé, les cliniques privées, se feraient défoncer au niveau efficacité par l'hôpital public si on leur mettait les mêmes contraintes que le public, tu vois? Tout comme, si tu mets, un vendeur d'électricité privé face aux centrales nucléaires d'EDF, il se fait défoncer. Tu es obligé de créer un faux marché de l'électricité, pour permettre le privé face à EDF, parce qu'EDF est dans une position de totale domination du marché si tu laisses les lois du marché normal, tu vois? C'est pour ça que j'appelle le néolibéralisme un processus de désocialisation. C'est un processus réactionnaire qui désocialise la dynamique du capitalisme des phases avant lui. Voilà. À toi, Zoé. OK. Ben oui, oui, ben écoutez, malgré mon cerveau de femelle, j'ai bien compris, je crois. Elle s'est Non, non, faite mais plus sérieusement, mansplainer, marksplainer, c'est ça. Ah, je vais Voilà, continuer là. je suis très contente markspliquer. qu'on m'ait expliqué tout ça. Non, mais plus sérieusement, je pense que tout le monde l'a compris. Ça, c'est un outil d'analyse et de compréhension, qu'on a envie d'utiliser sur plein de questions, différentes, qui nous permettent de capter, bah, quels sont nos objectifs politiques, sur quoi on doit axer notre discours, comment on construit un projet, dans l'objectif de gagner, n'est-ce pas? C'est-à-dire de prendre le pouvoir et de transformer la société pour que, la vie soit plus agréable pour la majorité des gens. Et donc voilà, le but de tout ça, c'est qu'on puisse, tous s'approprier l'outil et l'utiliser sur plein de questions différentes, et je pense qu'on va essayer de vous montrer qu'on peut l'utiliser sur plein de questions différentes et en tirer des conclusions politiques intéressantes. Et pour tirer un peu, ben, on vous a expliqué un petit peu les données qu'il y a derrière, c'est des données de l'INSEE, mais pour la conceptualisation, on reste des marxistes et c'est un vrai travail de marxiste contemporain de penser, de repenser le capital et le rapport de production et la division du travail. Alors, je vais vous citer quelques livres, il y en a plein, mais je vous en cite deux, trois pour vous montrer un petit peu tous les livres dont on s'est servi pour pouvoir construire ces analyses. Donc, un livre très intéressant, La Nouvelle, qui est apparu dans les années 70. Padu nous parle de Kluskar, mais Serge Mallet, beaucoup moins connu, La Nouvelle Classe Ouvrière. Et donc, en dessous, vous voyez, c'est vraiment l'analyse justement de toutes les classes intermédiaires qui ont rempli la diagonale, comme tu disais, Padu, et qui sont potentiellement révolutionnaires. Ça, c'est très intéressant. Vous avez plus récemment des Américains comme Eric Olin Wright qui, lui, justement, a écrit ce livre très intéressant qui s'appelle Pourquoi la classe compte, capitalisme, genre et conscience de classe. Voilà, traduit et postfacé par Hugo Paletta. C'est très, très, très intéressant. Mmh. Donc c'est une des réflexions qui ont servi derrière. Vous avez d'autres gens avec qui on peut être critique, mais qui sont plutôt dans la critique de la valeur, qui sont très intéressants, qui ont fait ça, le ménage à trois de la lutte des classes. Vous voyez, voilà. Donc, classe moyenne, salariée, prolétariat et capital. C'est ce qu'on essaie aussi de penser ici, bah, justement de montrer qu'il n'y a pas simplement deux classes et que on va avoir plusieurs choses. Vous avez notre fameux Alain Beer, entre bourgeoisie et prolétariat, l'encadrement capitaliste. Voilà, je vous en donne plein.
La classe populaire de Jacques Bidet, un communiste très intéressant, peut-elle gouverner? Il donne des pistes dedans. Vous avez Stefano Palombarini, il faut toujours lire les livres de Stefano Palombarini et Bruno Amable, L'illusion du bloc bourgeois. Et puis le dernier, Blocs sociaux et domination, ils font exactement le même travail, je finis. Puis vous avez des livres un petit peu plus statistiques, ça c'est des copains à Paul Hellec, c'est très intéressant. Vote populaire, là-dedans, ils font un petit peu près la même chose que nous, ils analysent, ils font des matrices. Enfin, voilà, il y a plein de livres là-dessus et c'est vraiment le travail de base des marxistes de justement repenser, de reconceptualiser la lutte des classes et d'essayer de montrer que malgré ces disparités, malgré vous voyez la constellation des PCS, en fait, il y a des rapports globaux de classe qui se créent et des dynamiques générales. Voilà. Le budget bouquin de Position Revue qui est supérieur à son budget bouffe du mois. Bon, bah sur ce, merci beaucoup d'avoir expliqué ce graphique à Zoé. C'était vraiment Merci. très très gentil. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur le graphique où il y a d'autres analyses sur le graphique, justement pour essayer de bien maîtriser ça. Je vais faire une playlist sur le graphique et on va continuer à en parler. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee aussi, ça nous aide. Et merci à ceux qui ont donné sur le Tipeee pendant ce live et pendant cette capsule. N'hésitez pas à vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Dr-Zoé-, à Position Revue sur Twitter, Position-Revue, Position avec un S, et allez voir le dernier numéro de Position Revue sur Position Et on a Revue, une le site internet. super contributrice qui a fait l'édito, qui a fait un article qui s'appelle Dr Zoé, donc vous allez le voir en double. Attention, je suis méchante avec François Bégodeau. Ouais, il paraît que tu as des livres épais, Chris. Ouais, j'ai des livres épais, ouais. C'est comme les vieux gaullistes de C'est ça. Pierre-Yves Ça va Rougeron. plaire à Pierre-Yves Rougeron qui aime beaucoup l'épaisseur. Ouais, avant les livres étaient épais. C'est ça. Puis après, il n'y en a plus. Allez, Bon. sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde. Salut. Salut.